Jusqu'à m'endormir. Les vacances passées, je me suis dit que je vais essayer de compter le nombre de livres que j'ai lus. Mais quand j'ai dépassé 10, je me suis arrêtée et j'ai lu comme ça. Et la religion a aussi sa place dans ses lectures. Ma maman, elle me force, et ma grande sœur aussi, parce qu'elles sont des adeptes de la confrérie mouride. Donc, parce qu'elles sont tout le temps avec leur chassida et tout ça. Mais moi, je prends un peu trop de temps à faire ça. Donc, tout le temps, elle me rappelle, il faut faire ça parce que ça va t'aider. C'est bien, quoi. Le Coran, les chassidas, ça t'aide beaucoup. Elle est plongée dans ses lectures et de temps en temps, elle scrute l'horizon pour imaginer son avenir. Métier d'avenir, j'ai pensé à la gestion des ressources humaines parce que le fait de partager les relations humaines, ça m'intéresse beaucoup. Et le fait que je sois dans un club ici au lycée, ça me permet d'avoir des relations avec les gens, la société, la sociologie aussi, ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est la branche qui m'intéresse le plus pour le moment. 3 autres rêves de Ndeye Fatou. 3 de mes rêves. D'abord, ma maman et mon papa, il faut absolument que je réussisse. C'est pas parce que, par exemple, mes grands frères ont réussi, ma maman et mon papa peuvent avoir ce qu'ils veulent, mais moi je veux faire, pour ma part, je veux faire quelque chose pour eux. Je ne peux pas rendre la monnaie de la pièce, mais il faut que je fasse quelque chose pour eux. C'est ça, et mes études aussi, avec l'aide de Dieu, je veux réussir, Inch'Allah, et suivre la branche que j'ai choisie, réussir là-bas aussi, et avoir une vie professionnelle assez rangée, une vie familiale assez rangée, avoir ma famille, mes enfants, et qu'ils puissent bénéficier d'une bonne éducation. Tiens, comme elle parle de famille, allons dans son jardin secret. J'aime beaucoup danser. À la maison, je me cache, je danse, mais danser, j'aime beaucoup. Il n'y a pas d'exception, toutes les danses. Oui. Bien sûr. Ma voix n'est pas fameuse, mais j'aime chanter aussi et tout ça. Sortir avec les amis, ça j'adore, oui. Et être ici aussi au club de français. Je peux rester là du matin jusqu'au soir. Je ne vois pas le temps passer. Toutes mes activités tournent autour du club. C'est une famille pour moi. Parce que c'est un groupe d'élèves qui sont là, présents, on passe tout notre temps ensemble, on a des objectifs. On essaye d'intéresser les élèves à la langue française. Moi je le souhaite, moi je veux être avec les clapiens. Défendre la langue française tout en conservant ses origines béninoises dans la peau de la sénégalaise Bontemps. Ben, on était en classe. Comme moi je parle trop. J'étais en train de parler comme ça. Donc le professeur, malheureusement, il m'a demandé de sortir. Mais pour dire ça, il a dit, tu prends la porte. Donc moi, je suis allée, j'ai tenu la porte comme ça. J'ai dit, mais monsieur, c'est trop lourd. Il m'a dit, tu prends la porte. J'ai dit, ah les gars, venez m'aider à prendre la porte. Merci beaucoup. Ndeye Fatou Ndiaye, une forte personnalité, beaucoup d'humour. Ndeye Fatou, merci d'avoir accepté de partager ton jardin, entre guillemets, secret avec nous. Et aujourd'hui, nous allons découvrir d'autres jardins, d'autres vies à travers le regard de l'aveugle de Mamadou Samb. Mamadou Samb, disons, le neurochirurgien de la société ou bien de l'écriture sénégalaise. Vous avez la parole, Ndeye Fatou. Merci beaucoup à vous. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers camarades, bonjour chers professeurs aussi. Merci de m'accueillir, moi et mes camarades, aujourd'hui sur votre plateau. C'est un réel plaisir pour nous. Tout le plaisir. Bonjour aussi à tous les clapiens qui n'ont pas pu assister aujourd'hui à ce plateau. Le regard de l'aveugle de Mamadou Samb. D'abord, pour parler de l'auteur du regard de l'aveugle, Mamadou Samb, c'est un homme d'abord très ouvert, très aussi engagé pour son pays. Parce que, comme vous l'avez vu, dans ses écrits, il essaye toujours de traduire la société sénégalaise à travers ses écrits, de voir les maux, les vices de la société sénégalaise.
En quelque sorte, il ouvre le cerveau de la société sénégalaise. C'est ça, parce que ces romans ne sont pas seulement sociologiques, mais aussi psychologiques. Parce que ces écrits essayent de travailler sur la mentalité des lecteurs. Donc, c'est un neurochirurgien, comme vous l'avez dit, un psychologue aussi. C'est aussi l'auteur des Jeunes, avec son Grand Prix des lycéens. Oui, l'auteur des Jeunes, parce que nous avons eu à le rencontrer. Et c'était la première fois, mais malgré ça, on s'est senti à l'aise. Lui-même, il l'a dit. Souvent, surtout les jeunes filles, apprécient bien parler avec Mamadou Somb, se confier à Mamadou Somb. La preuve avec de pulpe et d'orange. De pulpe et d'orange, c'est ça. Donc, il est l'auteur des jeunes et surtout des jeunes filles. Alors, aujourd'hui, on va parler du regard de l'aveugle, bien sûr, de Mamadou Somb. Le regard de l'aveugle qui retrace l'histoire, la vie d'une petite fille, Oulimata, une histoire qui commence juste à côté de nous, Bamako. Oui, c'est ça. Parce que Oulimata, c'est une jeune malienne qui vivait dans le village nommé Tchanfala. Elle a eu à vivre des difficultés dans sa vie. On peut dire que même toute sa vie a été parsemée de difficultés, d'embûches. À l'âge de 4 ans, vers 4 ans, 5 ans, elle a dû subir les affres de l'excision. Non seulement de l'excision, mais sa mère et sa tante avaient décidé de l'infibuler, c'est-à-dire de la garder vierge pour son mari. Et c'était une opération qui était vraiment atroce. Dans ma lecture, c'est le passage qui m'a le plus marqué. Parce que quand j'ai lu ce passage, j'ai tressailli. Je me suis chauffé. Le couteau chauffé. Parce que c'est quelque chose d'atroce. Moi qui est majeure, entre guillemets, on peut dire, si j'avais à subir ça, ça aurait été atroce pour moi. L'excision, des moments difficiles pour Ouli, parce que dans le livre, elle dit être blessée jusque dans sa chair, dans ses entrailles. Mais la blessure n'est pas seulement physique, Ndeye Fatou, elle est aussi morale, psychologique. Oui, blessure physique, mais surtout morale. Parce que elle a eu à découvrir qu'elle était aussi inférieure à ses camarades. Par rapport à sa caste. Par rapport à sa caste. Même l'habit qu'on les avait donné, qu'elle devait mettre après l'excision, toutes ses camarades étaient habillées en blanc, alors qu'elle était habillée en noir. Une étoffe noire, parce qu'elle était de caste inférieure et elle était la seule. Donc c'était vraiment une expérience abominable. Les filles qui étaient excisées n'avaient pas le droit de montrer leur souffrance. Elle n'a pas pu supporter la douleur. Elle a crié et elle a été la risée de tout le village. Elle a été recluse. Elle était non seulement de caste inférieure, mais elle avait eu honte après son excision avec les cris qu'elle avait poussés. Ça l'a poursuivie. Donc finalement, et durant toute sa vie, elle a vécu avec ça. Heureusement, il y a eu cette perche tendue par son père, Danfa. Oui. Cette perche tendue par son père parce que Danfa a décidé après d'envoyer sa fille à la capitale. Mais avant ça, même au village, elle était devenue très proche de son père.